toutes. Je vais donc commenter ce diaporama qui existe déjà sur le site, en commençant par vous présenter rapidement dans quel contexte nous effectuons ces réunions, ce diaporama remplaçant la réunion d'information préopératoire. Le contexte, c'est une prise en charge serrée, étroite, des gens opérés de l'épaule, selon mon protocole qu'on appelle Rena Shoulder-Track, depuis en activité, en fait depuis 5 ans, commencé à la clinique Saint-Odile, et qui donne de bons résultats. Cette réunion d'information préopératoire était bien sûr en présentiel, hors contexte Covid, et avait lieu généralement autour, le même jour que la consultation d'anesthésie qui figure ici en vert, et qui vous permettait aux gens de ne pas faire 2 allers-retours à Réna. Cette réunion d'information s'adressait à tous les patients qui allaient être opérés dans le délai d'une dizaine, quinzaine de jours, et donc une réunion de groupe. La vidéo et simplement le commentaire des diaporamas de cette réunion. Vous pouvez, en regardant le diaporama lui-même sans commentaire, le parcourir à votre guise, à votre rythme. Un dernier point concernant ce programme de prise en charge, nous avions également hors Covid une réunion de contrôle post-opératoire appelée J+15, comme son nom l'indique, à peu près 15 jours après l'intervention, et qui permettait de contrôler l'ensemble des mêmes patients, le même groupe, après l'intervention, et de vérifier que toutes les consignes en termes de lutte contre la douleur et autres qu'on va passer en revue dans cet exposé ont été bien comprises. Je profite de cette flèche pour vous rappeler que nous avons une prise en charge pluridisciplinaire avec bien sûr anesthésiste, votre kiné de ville qui est tout à fait intégré, votre kiné habituel, la prise en charge. Le principe c'est de mêler le maximum de gens autour de vous. Et bien sûr notre kinésithérapeute à la clinique Réna qui dans la réunion présentielle effectivement faisait également une présentation, ainsi qu'une infirmière qui est représentée habituellement par la surveillante du service épaule à la clinique Réna qui elle-même effectuait également une présentation puisqu'elle intervenait également au 10e jour, mais dont leurs diaporamas ne sont pas encore en ligne. Enfin, il faut noter que nous avions aussi des services de lutte contre la douleur, d'hypnose, psychologue et assistance sociale qui peuvent aider dans certaines circonstances. C'est donc d'un travail pluridisciplinaire auquel je tiens beaucoup. Maintenant, venons-en au fait, c'est-à-dire à l'objet de la réunion, donc de la visite en temps normal, qui est donc de préciser 3 points importants avant d'être opéré. Concernant le fonctionnement de l'épaule et sa durée de récupération, concernant les différents moyens de lutte contre la douleur, et également concernant l'existence de complications ou désagréments après l'opération et leur prise en charge. Nous allons donc détailler ces 3 points, un après l'autre, concernant l'articulation de l'épaule et sa complexité. Alors, le mécanisme qui permet à l'épaule de fonctionner, notamment, par exemple, cette aptitude typique de l'espèce humaine qu'on a à pouvoir cueillir ou effectuer des travaux plus ou moins complexes main en hauteur, comme ne serait-ce que dévisser une ampoule, qui vous paraissent tellement évidents en tant que personne non malade et qui paraissent tellement difficiles à effectuer très rapidement chez quelqu'un qui souffre de l'épaule, beaucoup d'entre vous le savent, relève d'un phénomène de programme neuromoteur extrêmement compliqué, donc de mise en relation du cerveau avec les différents muscles qui coordonnent la fonction de l'épaule. Et ça, il s'agit d'une élaboration très sophistiquée. En effet, l'épaule est la seule articulation qui fait tous ces mouvements. Sans épaule, vous ne faites rien. Sans épaule, la main n'est rien, elle n'est pas utilisable. L'épaule peut lancer des charges lourdes loin. L'épaule peut également permettre de dessiner, de tirer un trait droit sur 5 cm. Ce n'est pas le poignet qui le fait, c'est l'épaule. L'épaule est utilisée au quotidien, elle bouge même dans le sommeil paradoxal, durant les rêves, donc raison pour laquelle souvent vous avez mal la nuit. Elle est très difficile à mettre au repos, ce qui explique le problème qu'elle pose. Et de là, il faudra comprendre que toute intervention sur l'épaule nécessitera une récupération assez longue. Deuxième point important, il faut savoir que toute maladie, tout accident, toute opération, qui est un traumatisme aussi, provoque une inflammation,
ce qui, comme on le dit, est un mécanisme de défense tout à fait normal, inévitable, souhaitable pour pouvoir guérir. En fait, dans le corps humain, toute agression, quelle qu'elle soit, provoque une inflammation. Le corps humain va essayer de rejeter l'agresseur, de guérir. Ça, c'est un procédé tout à fait général qui n'a rien à voir avec la seule chirurgie de l'épaule, mais qui englobe tous les phénomènes qui font l'objet des traitements médicaux en général. Alors, le premier temps de ce processus, c'est l'inflammation. L'inflammation provoque, bien entendu, des douleurs, une perte de fonction, de gonflement, c'est rouge. Alors, évidemment, pas pour l'épaule, mais si on prend l'exemple assez simple, par exemple d'une angine, c'est-à-dire que le virus attaque les amygdales, va se nicher dans les amygdales, elles gonflent, vous ne pouvez plus avaler, ça fait mal, bref, vous savez ce que c'est qu'une angine. Pareil, un traumatisme fait la même chose, aussi une inflammation. Alors on a par exemple un traumatisme d'un coup de marteau malheureux sur le dos de la main, ça gonfle, ça fait mal, ça peut saigner avec une formation d'une plaie. Ça c'est l'inflammation. Sur le plan biologique, l'inflammation est extrêmement complexe, on ne va pas évidemment rentrer dans les détails. Le médicament qui soigne ou qui régule l'inflammation, comme son nom l'indique, c'est les anti-inflammatoires, qui sont à distinguer des médicaments qui s'occupent uniquement de la douleur, les antalgiques. On verra ça plus tard. Après le stade de l'inflammation, il y a le stade de la cicatrisation. Pas de cicatrisation sans inflammation préalable, donc pas de guérison. Alors la cicatrisation, ça se traduit par un dépôt de colle qu'on appelle la fibrine en biologie. Sur l'exemple de ma main, c'est une croûte, parce que la colle est à l'air libre, elle est très dure, et elle permet la recolonisation de la plaie par la peau sous la croûte. Il n'y a pas de croûte dans l'épaule après l'opération, mais un dépôt de colle quand même, puisqu'on est en milieu liquidien. Mais cette colle est très solide. Alors évidemment, la production de colle, qui est obligatoire, va aussi s'accompagner d'une limitation de la mobilité, parce que la colle gêne pour le mouvement. Ça sera le but de l'auto-rééducation et de la rééducation, le kinésithérapeute, de décoller l'épaule pour retrouver sa mobilité, tout en menaçant pas le travail de cette colle. Passons maintenant sur la chirurgie de l'épaule, le deuxième point de ces généralités. Je vous avais dit en consultation qu'on peut la considérer comme peu risquée. Alors c'est vrai, je ne vais pas me contredire, mais ça ne veut pas dire que le fait d'être opéré est non risqué. Il n'y a pas d'intervention banale, on le précise toujours, ça n'existe pas. L'intervention, c'est toujours quelque chose de sérieux, ne serait-ce que parce que dans ce cas d'épaule, il y a, on le verra, plusieurs anesthésies, mais il y a une anesthésie générale. Et l'anesthésie générale comporte ses risques propres. Alors là, c'est une discussion qu'il faut avoir avec les anesthésistes qui répondront à vos questions, à vos soucis, et qui est indépendant de l'acte opératoire. Mais c'est vrai que l'acte opératoire lui-même n'est pas très lourd, on verra ce que ça veut dire. Deuxième point important, il faut savoir qu'on va réparer ou soigner des tendons dont on ne connaît pas quand même parfaitement l'état avant d'y être, sur place. La caméra de l'arthroscopie, par exemple, permet de voir tout en détail, mais ça, c'est déjà l'opération. Avant, la réalité est appréhendée par l'examen que j'ai fait en consultation, mais aussi par le radiologue, à travers les échographies, IRM, scanners, mais ce sont des images, chaque fois une façon de voir. Ce n'est pas la réalité. Quand on vous opère, on est en face de la réalité. Comme on dit dans le bâtiment, on est sur le terrain. Et c'est là qu'on a la réalité. On peut tomber sur des tendons beaucoup plus abîmés que prévu, être un peu déçu et être amené à vous expliquer qu'après l'intervention, tout est réparé certes, mais les tendons ne sont pas beaux. On a réparé quelque chose de pas beau, on ne peut pas les remplacer. On fait donc avec ce qu'on nous donne. C'est un élément important. Alors évidemment, si on vous remplace l'épaule par prothèse, il y a parmi vous des gens qui seront opérés de prothèse, le problème n'est pas le même, puisque là, on n'a plus affaire aux tendons qui sont remplacés par la prothèse. Troisième point, et cela découle de la complexité du fonctionnement de l'épaule ne récupère pas rapidement. Si vous comparez la chirurgie de l'épaule avec des petits trous en arthroscopie par rapport à une grosse cicatrice de prothèse de hanche, on sera surpris, la prothèse de hanche va récupérer beaucoup plus vite. Pourtant, l'opération est plus agressive, plus lourde, entre guillemets populairement dit plus grave. Mais l'articulation de la hanche étant plus basique, on va dire, plus sommaire, moins sophistiquée, et la récupération est plus facile. Pour l'épaule, il ne faudra donc jamais désespérer parce que vous avez un progrès, vous le verrez, qui se fait par à-coups. Ce sont des marches d'escalier, ça ne se fait pas de manière très régulière et on ne maîtrise pas très bien le passage d'une marche à l'autre. Quatrième point, en vrac,
L'auto-rééducation, vous verrez, qui normalement est détaillée par notre kinésithérapeute, qui, là, dans ce cas présent, vous l'expliquera à la clinique lors de votre hospitalisation, est un élément fondamental. C'est un peu votre travail personnel au quotidien, extrêmement important dans le premier mois de l'intervention, où le kiné, c'est vous. On admet en effet, j'admets surtout moi, je fais partie de ceux qui le pensent, que bouger un peu, c'est bon pour une épaule opérée. Pas trop, mais un peu. En effet, le fait de bouger permet d'avoir moins mal et de diminuer un peu le temps de récupération en luttant contre l'encollement, on va dire, trop important de l'articulation. C'est un excellent moyen de bouger un petit peu, très tôt, dès votre retour à la maison, de lutter contre douleur et raideur, puisque les deux vont un peu ensemble. Bien entendu, on y reviendra, il ne faut pas trop en faire. Donc il faut trouver le compromis, comme c'est écrit ici, entre pas trop se laisser aller, mais quand même un peu en faire, sans trop forcer. L'épaule, on le dit, elle est là pour être aidée, c'est pas elle qui vous aide. C'est un peu l'image d'un arbre, hein. Le pépiniériste plante un arbuste, il met un tuteur, l'arbuste doit faire des racines, c'est comme le tendon. S'il y a un petit peu de vent, c'est parfait. S'il y a une tempête et le tuteur casse, l'arbre, c'est fini pour lui. C'est un peu la même image. Passons maintenant au dernier point des généralités, le désagrément. Je n'entre encore pas dans le chapitre des vraies complications. Alors, les désagréments, c'est quoi? C'est des choses, des événements qui vont perturber un petit peu votre confort, mais qui ne doivent pas, à quelques exceptions près, vous affoler. De toute façon, il ne faut jamais s'affoler. Il faut juste voir les choses comme elles sont et nous contacter. Alors, ces désagréments sont listés dans la feuille rose qu'on vous a donnée en consultation, qui se retrouve dans le carton de consultation de couleur noire, que Scata vous a donné. Il faut vraiment lire cette feuille rose parce qu'il y a dessus des renseignements importants concernant vos rendez-vous, l'adresse mail exacte docneriston@gmail.com, très importante, pour me contacter à tout moment. Néanmoins, il est quand même agréable que vous puissiez m'éviter de répondre à des questions qui sont dans la feuille rose. Maintenant, quels sont ces désagréments possibles? Le plus classique, c'est l'hématome, c'est la photo. Alors là, c'est un hématome extrêmement important parce qu'on a pris le plus gros possible pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, mais sans gravité. C'est-à-dire qu'ici, la personne prenait des anticoagulants, il a eu une arthroscopie, c'est pour ça, des petits trous sous le pansement, et il a beaucoup saigné sous la peau parce qu'il a un anticoagulant. Il en avait besoin sur le plan cardiaque. Tout le monde n'en a pas. Alors habituellement, le saignement se limite aux petites taches autour du pansement, parfois au bras. Ici, c'est plus rare quand même, mais ça peut aller jusque-là. On ne va pas aux urgences pour ça. Le massage, un petit peu, la glacée, masser avec un peu de pommade d'arnica peut beaucoup aider. Je passe rapidement sur l'intolérance des médicaments, c'est aussi un désagrément, mais on le verra au chapitre médicaments. Un point important, les crampes du biceps. Il est très courant que le biceps fasse mal, c'est d'ailleurs souvent ce qui gêne le plus. Or, on ne l'a pas opéré, lui. Par contre, c'est dans le biceps, le muscle à l'avant du bras, que le sang qui vient de l'intervention va s'écouler vers le coude. Alors souvent ça s'arrête au coude parce que les gens ont le coude plié. C'est pour ça qu'il faut déplier le coude, sortir de l'attelle au début, et puis assez vite bouger le coude pour pas que le sang s'accumule au pli du coude sous la peau, c'est pas dans l'articulation. Et ça fait mal quand même. Donc ne pas s'affoler pour ces hématomes et ces crampes du biceps. Le sang arrivant dans le muscle du biceps provoque les crampes. C'est désagréable mais pas dangereux. Un point plus important quand même, c'est le cas où le pansement se met à couler. Si le pansement coule, c'est-à-dire que le pansement, ou c'est pas très juste, la cicatrice qui coule, on devrait dire, une cicatrice fermée qui devient rouge à nouveau et qui se met à couler, ça, c'est pas normal. Vous devez vous alerter, c'est pas une urgence, vous devez nous contacter dans les délais les plus brefs possibles, mais pas d'urgence. Vous n'avez pas d'aller aux urgences pour ça, sauf s'il n'y a aucun moyen de contacter qui que ce soit. Mais il faut, et ça dans les 48 heures, c'est-à-dire, en pratique, vous avez un jeudi soir un pansement qui coule, le vendredi vous téléphonez à la consultation et on organise une entrevue ou du moins on se contacte. Vous pouvez aussi me contacter sur mail, toujours pareil. Maintenant, si le vendredi soir vous avez un pansement qui coule, ou disons une plaie qui vous inquiète, l'écoulement qui est important, c'est pas son aspect, c'est l'écoulement, même clair. Eh bien, vous pouvez m'avertir, bien sûr, sur mail, je vous dirai quoi faire, mais vous pouvez attendre le lundi pour le rendez-vous en consultation. 48 heures, c'est possible, c'est inutile d'aller aux urgences de manière systématique. Mais ne dépassez pas 48 heures. Il faut qu'en 48 heures, on se soit organisé. C'est un élément important, ça. Donc pas une urgence absolue, mais il ne faut pas laisser traîner.
Vous pouvez aussi voir le médecin de famille, mais je préfère être en contact direct. Là, vous avez le commentaire, puisque c'est le commentaire du diaporama, hein, concernant les hématomes, les crampes du biceps, les cicatrices qui coulent, hein, et l'intolérance aux médicaments. Alors maintenant, le deuxième grand chapitre, c'est comment on lutte contre la douleur. C'est un élément extrêmement important. L'épaule fait mal, a toujours fait mal, et depuis les derniers progrès de prise en charge, on a de manière très significative diminué la perception douloureuse des opérés de l'épaule, nettement. Ça n'a plus rien à voir avec ce que on avait comme résultat encore il y a 5-6 ans, sachant aussi que beaucoup d'équipes n'appliquent pas ce programme. Alors, on passe en revue l'utilisation des médicaments, les positions et les gestes appropriés, qui sont très importants pour lutter contre la douleur, mais qui seront précisés par notre kinésithérapeute lors de l'hospitalisation, encore une fois. Et puis la petite particularité typique à RENA, l'anesthésie locale continue à domicile. On va voir ce que c'est. Concernant les médicaments, alors tout le monde connaît plus ou moins les antalgiques et les anti-inflammatoires, et tout le monde les confond plus ou moins. Alors c'est très important de faire les distinctions. Un antalgique lutte contre la douleur en coupant les afférences sensitives au cerveau. Ça veut dire en stoppant l'information douloureuse qui part de la périphérie de l'épaule vers le cerveau. Ça ne soigne rien, vous avez compris, ça stoppe l'information. Le paracétamol sous sa forme doliprane d'Afalgan est le plus courant. Il n'est pas du tout inactif, surtout à la dose de 1000 mg, mais à 3 fois par jour, mais il est insuffisant, c'est-à-dire qu'il est un peu juste pour les opérés de l'épaule. Et il n'est pas possible, en traitement prolongé, de dépasser 4 grammes de paracétamol par jour, il y a un risque hépatique. Donc il a fallu trouver d'autres médicaments qui permettaient d'augmenter l'effet du paracétamol. Alors on l'ajoute de l'opium, de la codéine ou d'autres molécules pour avoir un meilleur résultat sur le traitement antalgique. Et ça marche assez bien. Pour ma part, j'utilise l'association paracétamol-opium qui est assez bien supportée. Si vous avez des intolérances ou d'autres médicaments qui vous réussissent mieux, vous pouvez aussi changer. C'est pas l'antalgique, c'est pas un dogme, il faut trouver celui qui vous va le mieux. Toujours pareil. L'association, si vous verrez sur les ordonnances, c'est Isalgie. Le tout, c'est d'essayer d'éviter en fait l'utilisation de la morphine. Alors pourquoi? Parce que la morphine est plus efficace que tout ça, c'est vrai, mais elle est assez difficile à utiliser et surtout accoutumante, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à s'en passer et assez rapidement. Au bout d'une semaine, ça peut déjà être compliqué pour certains. Il faut savoir deux choses aussi, c'est que pour en revenir au paracétamol et opium, c'est-à-dire l'isalgie, le traitement courant, c'est important pour toute lutte contre la douleur. Il est bien préférable d'avoir des prises très régulières que anarchiques. C'est-à-dire que si vous prenez 3 comprimés par jour, eh ben, heures régulières, 8 heures, 13 heures et le soir. Si vous avez besoin de plus, c'est pareil. Toutes les 3 heures, c'est possible. Par exemple, ça fait toutes les 3 heures, c'est 8 par 24 heures. On peut monter jusque-là. Ça sous-entend que vous ne dormez pas la nuit non plus, à minuit, 4 heures du matin. Mais c'est faisable. Et un antalgique courant, comme l'isalgie, hein, donc paracétamol opium, utilisé à 6 par jour, est déjà un très important pouvoir antalgique. Il faut savoir aussi, et c'est le dernier point concernant les antalgiques, que comme inconvénient, ils ont de pouvoir rendre nauséeux. Ils bloquent le tube digestif, évidemment, ils constipent. Alors, pas le paracétamol, mais plus vous montez en puissance dans les antalgiques, plus vous pouvez être susceptible d'être bloqué. Parfois, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, le pharmacien peut vous aider en vous donnant des produits qui aident à l'évacuation, sachant que les pruneaux, c'est aussi très efficace, hein, tout simplement. Le deuxième chapitre important, c'est les anti-inflammatoires. On les donne aussi, on met les deux, hein, antalgiques et anti-inflammatoires, comme son nom l'indique, qui joue sur l'inflammation. C'était l'introduction de mon exposé, je ne reviens pas dessus. Vous connaissez souvent des médicaments anti-inflammatoires, Voltaren, Ketum, Porphénide. Il y en a un que je n'ai pas cité qui est assez utilisé par tout le monde, c'est l'ibuprofène. Son nom de commerce, c'est Advil. Il est un peu insuffisant, hein, on ne l'utilise pas trop. Moi, j'utilise le Brexin, c'est un médicament que l'on prend qu'une fois par jour, qui est assez bien toléré, parce qu'il lutte lui-même, il est assez doux pour l'estomac, sachant que tous sont agressifs quand même. On est obligé de mettre une protection gastrique que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent, l'oméprazole, il y a d'autres familles, c'est le Mopral pour éviter d'avoir des douleurs gastriques. Bon, bien entendu, quels sont les inconvénients des anti-inflammatoires? Tout le monde le sait. Ce sont des médicaments susceptibles d'attaquer l'estomac et de faire... C'est les seuls, hein, l'antalgique ne le fait pas.
Une nausée n'est pas un médicament, n'est pas un symptôme d'estomac attaqué, attention. L'estomac attaqué, c'est vraiment la douleur en barre, dans le ventre, en haut, assez haute. Là, il faut arrêter l'anti-inflammatoire. Parce que si vous avez une protection et que vous avez quand même mal, il y a un risque d'abîmer l'estomac ou au maximum de faire un ulcère. Donc il faut arrêter. Ça ne vient pas d'un jour à l'autre, pas s'affoler. Mais il ne faut pas continuer. Il faut aussi s'arrêter si vous avez des manifestations allergiques, cutanées surtout, parce qu'en général, c'est les anti-inflammatoires, ce n'est pas les antalgiques. Et n'arrêtez de grâce jamais tous les médicaments en même temps, comme on le voit encore assez souvent, parce que si vous faites ça, on ne sait pas à quoi vous avez été intolérant. Méfiez-vous des conseils par téléphone, parfois même de votre médecin de famille qui vous dit arrêtez tout et qui raccroche. Vous vous retrouvez par contre avec votre problème et plus d'antalgique, plus de traitement pour la douleur. Le but c'est quand même de ne pas avoir mal aussi. Sachez quand même que antalgique et anti-inflammatoire en cas d'intolérance, ça se change avec le concours soit de moi-même, par le biais de mon adresse mail, soit de votre médecin de famille qui vous connaît bien. Donc tout ça, ça doit bouger si ça ne va pas. Mais n'arrêtez pas un des deux traitements si vous avez mal. L'anti-inflammatoire se prend en continu, en principe, sur 1 à 2 mois en général, souvent 2 mois, et l'antalgique se prend en fonction des douleurs que vous avez. Mais l'anti-inflammatoire est un peu permanent. Voilà pour les médicaments. Deuxième point, concernant les mesures de lutte contre la douleur, c'est adopter des bons gestes et des bonnes postures. C'est extrêmement important, c'est d'ailleurs comme au travail. Je ne m'étends pas trop parce que c'est un exposé de kinésithérapeute qui précisera tout ça lors de votre hospitalisation. Quand vous dormez, par exemple, une question de posture, vous devez mettre 2 à 3 coussins, donc une couette roulée en fait, parce que les 3 coussins c'est instable. Vous devez dormir en général sur le dos, mais pas à plat. Il faut se redresser, au mieux dans un lit mécanique, si vous en avez un, il faut la position du relax. Dans la journée, c'est pareil, il faut être plutôt détendu. Il ne faut pas laisser monter l'épaule. Regardez-vous dans une glace, effectivement, pour voir si votre épaule ne monterait pas. C'est un synonyme de crispation musculaire et vous allez fabriquer des douleurs difficiles à contrôler avec aucun médicament. La crispation permanente, la peur d'avoir mal fait des douleurs, paradoxalement. Concernant les bons gestes, on vous explique les bons gestes. En général, il y en a qui sont qui sont communs à toutes les interventions d'épaule, c'est ce dont je parle ici, mais il y en a aussi, on le verra à la fin de l'exposé, qui sont propres à certaines interventions. Globalement, la main doit rester pas trop loin de la ceinture. Vous pouvez travailler un peu, vous pouvez monter le bras, mais il ne faut pas aller trop haut. Et alors surtout le pire, le fameux geste du ticket de péage, éloigner la main de côté, ça c'est vraiment mauvais. Pareil, il ne faut pas mettre la main dans le dos trop tôt, il ne faut pas aller sur l'autre épaule non plus, ne croisez pas le milieu, ça, il y a des dessins qui expliquent ça dans votre dossier. Voilà pour les gestes et postures. Mais attention, c'est très important. Alors dans la réunion d'information 15e jour après opération qui avait lieu, on reprécisait tout ça. Là, pour l'instant, en cas donc de confinement ou en cas de lutte pandémique, eh bien, on ne peut pas faire cette réunion. Donc, c'est vous-même qui devez y penser. Troisième point de la lutte contre la douleur propre à RENA, je l'avais dit, c'est la réalisation d'une anesthésie locale continue à domicile. Alors, ça veut dire quoi? C'est le principe de mettre dans le site opératoire, alors que vous dormez encore, en fin d'intervention, là, la personne est assise, dort, un tout petit tuyau, qu'on appelle un cathéter, dans lequel va couler d'un anesthésique, un produit anesthésique qui s'appelle la naropéine, une sorte de xylocaïne, comme pour les anesthésies du dentiste pour les traitements dentaires, et qui va inonder l'articulation ou la zone opératoire uniquement. Elle n'a pas d'effet collatéral gênant. C'est alimenté par une pompe électrique tant que vous êtes hospitalisé, puis le relais est pris par une petite pompe mécanique sous vide, autonome, qu'on appelle un petit réservoir, donc un biberon, on l'appelle comme ça parce que ça a la même allure, et qui sera sauvé par une infirmière de ville le premier jour et le deuxième jour de votre arrivée à la maison. C'est extrêmement profitable. Les inconvénients majeurs, c'est qu'éventuellement, il ne marche pas bien. C'est-à-dire que le tuyau est très fin, ça peut saigner un peu comme sur l'image, et dans ce cas-là, on a peut-être le produit qui n'arrive pas bien à passer parce que ça se bouche. Il y a des soins à faire, parfois on peut perméabiliser, tout ça, mais globalement, vous pouvez être face à un produit ou un matériel défaillant. Ça arrive aussi, il est assez sophistiqué, il est encore récent. Vous pouvez avoir une pompe qui ne se vide pas bien et avoir un produit qui n'arrive pas bien. Alors vous augmentez les médicaments pour la douleur. Ce n'est pas paniquant en soi, n'oubliez jamais que c'est une particularité de notre prise en charge et qu'il y a des équipes qui ne l'utilisent pas du tout. Ce n'est pas très connu en France ou ailleurs. Donc, vous pouvez utiliser ce produit avec
En relativisant, s'il ne marche pas bien, vous compensez avec les médicaments, ce n'est pas une catastrophe, on ne va pas aux urgences parce que le biberon ne marche pas. Dans quel système s'intègre cette anesthésie locale? Ben, dans une prise en charge d'anesthésie un peu plus compliquée quand même. On a 3 anesthésies, ce schéma l'explique. Vous avez en effet, alors je vais vous expliquer finalement comment on prend en charge maintenant, pas la douleur uniquement, mais l'anesthésie et les suites douloureuses. Alors, vous avez ici, sur la droite en ordonnée, l'intensité de la douleur. Là, elle est maximale et puis elle descend après l'opération, ce qui est logique. Ici, vous avez le temps qui s'écoule, les 3 premiers jours. Là, c'est le temps de séjour à la clinique pour une hospitalisation de 24 heures, ce qui est classique. La durée de l'opération, on part du principe qu'elle va durer 1 heure. Vous avez donc une anesthésie générale, c'est la grosse colonne, la AG, qui, elle, va couvrir l'opération un quart d'heure avant, un quart d'heure après, et qui va durer grosso modo 1 heure et demie. L'intensité douloureuse est maximum durant l'opération, évidemment, mais vous dormez. Vous avez l'anesthésiste qui réalise, avant votre entrée en salle d'opération, dans ce qu'on appelle la salle d'induction, une anesthésie de tout le bras, dite loco-régionale, à la naropéine. Celle-là, elle endort l'ensemble du bras, elle permet l'opération. Elle va durer 10 heures d'action. Si vous êtes opéré à 8 heures du matin, un mardi, elle va agir jusqu'au soir, vers 18-20 heures. Une fois qu'elle sera partie, vous pouvez avoir quelques phénomènes douloureux de rebond, parce que le corps s'est habitué. Il faudra demander à la clinique, aux infirmières, même si c'est la nuit, c'est leur mission, elles savent faire leur travail, et elles vous donneront l'antalgique, parfois un morphinique, ça dépend, pour passer le cap. Parfois il n'y a pas de syndrome de levée, parfois vous n'êtes pas gêné et tout se passe bien. Mais ce n'est pas un obstacle. Si vraiment vous avez un peu de douleur ou des douleurs fortes quand l'anesthésie du bras s'en va, ne paniquez pas, vous appelez, elle vous donne ce qu'il faut. C'est impressionnant cette anesthésie loco-régionale, parfois l'anesthésiste en consultation en parle, vous vous réveillez après l'opération avec un bras quasiment endormi, totalement mort. Il ne faut pas paniquer, c'est une sensation curieuse mais qui n'est pas désagréable, ou alors uniquement sur le plan psychologique, et qui surtout ôte tout phénomène douloureux la plupart du temps. Cette anesthésie, une fois qu'elle s'en va, elle est quand même relayée par l'anesthésie de la petite pompe, ce qu'on appelle le biberon, dont je vous ai parlé juste avant, qui est moins puissante évidemment, c'est toujours moins puissant, mais qui dure 3 jours. Par exemple, si vous êtes opéré un mardi, la petite pompe, elle est électrique au début jusqu'à votre sortie, mercredi à midi. Mercredi à midi, on aura installé la pompe classique, le biberon autonome à votre ceinture, que vous allez garder tout le jeudi et jusqu'au vendredi matin. Voilà un peu la prise en charge. À chaque fois qu'il y a des phénomènes douloureux, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ce processus d'anesthésie pour lutter contre la douleur, il y a aussi les médicaments en jaune, et que vous devez utiliser, comme on l'a dit avant, dans le chapitre médicaments. Donc vous avez finalement 4 moyens. Voilà un peu le détail de diaporama qui reprend un peu mes explications sur le diaporama sans la voix off. Maintenant, le chapitre des complications. On se rassure tout de suite, les complications des interventions de l'épaule ne sont, pour la plupart d'entre elles, pas très préoccupantes. On arrive assez bien à les gérer. On a des complications en termes de chirurgie orthopédique, que ce soit le genou, la hanche ou le rachis, qui sont plus sévères que pour l'épaule. L'épaule, plutôt moins dangereux que les autres, que les membres inférieurs. On a 3 ordres de problèmes de manière générale. Après, il y a quelques problèmes qui peuvent survenir pour des prothèses, on y viendra après. On peut avoir trop de douleur, trop de raideur, et un tendon réparé peut recasser. Dans tous les cas, pas de dramatiser, on a toujours un traitement à vous proposer, une prise en charge. C'est vrai que généralement, vous allongerez votre convalescence. Pas toujours beaucoup, mais vous l'allongerez. On est d'accord que l'absence de complications est la meilleure solution. On va voir les phénomènes en particulier maintenant. Alors, trop de douleur, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. La douleur, c'est l'inflammation. Parfois, on a trop d'inflammation. Trop de raideur, c'est la colle. Parfois, trop de colle. Passons en revue ces éléments. Alors, trop de douleur, c'est l'algodystrophie. Vieux mot qui veut dire, pour simplifier, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, mais on ne peut pas rentrer pareillement dans les détails. L'algodystrophie, trop de douleur, correspond à une hyperinflammation tardive, c'est-à-dire que l'organisme en fait trop et trop tard.
Ce dérèglement fait partie de toute réaction de l'organisme. L'organisme ne fait pas tout correctement. Les cellules qui se multiplient mutent, parfois se trompent et font des cancers. Là, c'est moins grave, l'hyperinflammation est moins grave qu'un cancer évidemment, mais c'est le même ordre d'idée. L'organisme déclenche les mécanismes de défense, parfois se trompe un peu dans la réponse. C'est donc, il faut bien le comprendre, ni la faute au patient. Parfois on leur disait oui, vous êtes anxieux, c'est ce qu'on disait jusque-là, ni la faute aux soignants. En général, les diabétiques ont tendance à en faire un peu plus que les autres. C'est les seuls pour qui c'est à peu près prouvé. Après, pour les autres cas, anxiété, thyroïde, c'est un peu moins sûr. Peu importe, les gens qui ont la malchance de faire ça, on les soigne, on les prend en charge et c'est terminé. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Alors, vous y pensez facilement parce que c'est une douleur qui ne vient pas tout de suite, généralement 15 jours, 3 semaines après l'opération, ça se passait plutôt bien, et puis vous avez une douleur, une brûlure, ça change complètement d'allure, qui vous réveille plutôt en deuxième partie de nuit, préoccupant, pénible, plus dur que celle de l'opération très souvent, c'est souvent de l'algodystrophie qui démarre. On peut faire presque le diagnostic par téléphone, vous nous prévenez par mail, ou vous appelez la consultation dans les heures de bureau, et on s'en occupe. Il y a un traitement spécifique qui marche bien aujourd'hui et qui n'est pas très lourd, mais bon, si vous voulez, l'inflammation de l'algodystrophie, elle fait mal et rallonge un peu la convalescence, c'est toujours pareil. Alors pour comprendre, bon, là vous avez une épaule normale, il n'y a aucune inflammation. Là vous avez une épaule malade mais avec une réaction normale du corps, une inflammation se fait là où il faut, sur ce tendon, sur l'autre, sur cette petite articulation. Et dans l'algodystrophie, l'inflammation est généralisée, on en fait trop. On comprend aisément que là, on a plus mal que là. Deuxième point qui ressemble un peu, c'est le trop de cicatrisation. La capite rétractile, c'est le terme médical qui correspond aux gens qui font une cicatrisation trop vigoureuse, trop puissante. Ils produisent en fait trop de colle, pour être simple. Ça provoque différents phénomènes, notamment un rétrécissement du sac articulaire. Le sac, c'est la capsule, ça s'appelle comme ça, et un rétrécissement simple à comprendre. Si le sac est plus restreint, vous bougez moins. Hein. C'est comme si vous mettez un vêtement trop petit, ben, vous ne bougez pas les bras. C'est un peu la même chose. Ça donne une raideur qui est excessive. Et bien sûr, le kinésithérapeute, alors ça arrive plus tard que l'algodystrophie, hein, vous êtes en cours de récupération, on progresse, et puis d'un coup ça ne bouge plus. Vous n'arrivez pas à monter l'épaule au-delà d'un certain angle. Il faut réadapter la rééducation, prendre son mal en patience, parfois effectuer un petit traitement. Ce qui est sûr, c'est que là non plus, il n'y a pas de matière à angoisser. D'ailleurs, sachez que les deux phénomènes d'exagération, inflammation et cicatrisation, vont facilement ensemble, ça peut se suivre. C'est assez logique, hein. On peut avoir une hyperinflammation et une hypercicatrisation. On peut avoir aussi seulement l'un des deux. Tout existe, et tout se traite. Troisième chapitre, troisième point concernant les complications, est-ce qu'un tendon cassé peut, est-ce qu'un tendon réparé peut, une fois réparé, donc recasser? Ça s'appelle les ruptures ou les ruptures récidivantes. Alors, il y a une statistique internationale qui fait état de 10% à peu près, après opération, de tendons pas recassés mais abîmés, très nettement abîmés et évalués par la radiologie. Alors honnêtement, c'est certainement un peu plus, parce que toutes les séries d'études chirurgicales ne comportent pas, dans les suites des examens radiographiques poussés, on admet quand même qu'il y a un bon nombre de cas, les tendons se réabîment, s'abîment ou recassent. Il y a des chirurgiens qui, très commercialement, vous disent que chez eux, jamais, ça c'est du mensonge, ça n'existe pas. On a tous des tendons qui recassent. Et pourtant, les techniques sont très standardisées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, je vous l'ai dit, on répare ce qu'on nous donne. Le tendon peut être plus ou moins solide. Alors parfois, des tendons très solides qui sont sollicités de manière excessive par des patients qui en font trop. Ils n'ont pas très mal, on a bien réussi la gestion de la douleur, ils s'ennuient chez eux, ils en font trop, ils bossent trop, ils déménagent leur grenier, et puis alors il se passe des choses. On peut se casser la figure dans les escaliers, etc. Il ne faut pas oublier qu'un bras opéré est maladroit, donc on s'équilibre mal. Parfois, les patients ont une récupération très rapide et le kiné suit derrière, très content d'avoir affaire à un patient facile. Il faut faire attention à tout ce qui est excès de zèle, donc ça peut recasser un tendon. Deuxième point, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Comme on l'a dit, on a parfois la surprise de trouver des tendons ou alors un os dans lequel est accroché le tendon qui n'est pas bon, un peu de mauvaise qualité, qui n'est pas solide. Ben là, la réparation sera plus difficile et plus fragile pendant un certain temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que
On voit surtout ces problèmes, et donc dans le premier mois, il faut faire attention dans le premier mois. Il ne faut pas non plus que ça vous paralyse en termes de mobilité. On vous dit bougez, mais pas trop. On le sent au fur et à mesure ce qu'on peut faire. Les gens, la plupart du temps, le savent. Attention, disons, certains faux mouvements brutaux peuvent aussi provoquer des problèmes, on va voir. Alors comment est-ce qu'on diminue le risque des ennuis? Respectez bien les consignes, hein, c'est marqué dans les documents qu'on vous donne. Vous avez après l'opération une fiche d'information pour votre opération. Et puis la dernière phrase est une phrase clé. Si vous n'avez pas beaucoup de douleur, ça ne veut pas dire que vous guérissez plus vite que votre voisin ou que vos tendons sont plus rapidement solides. Attention. Hein. Quand est-ce qu'on pense à une rupture? Vous êtes par exemple chez le kiné, ça allait bien, et puis tout d'un coup, peu à peu, sans explication parfois, la douleur reprend, l'épaule marche à nouveau moins bien, ça monte plus, on s'inquiète, le kiné téléphone soit à moi, soit souvent au médecin de famille, et on entreprend un traitement, un bilan échographique pour voir ce qui se passe. Alors attention, parce que moi je vous ai fait faire en général vos bilans préopératoires chez des gens spécialisés, les radiologues qui ont l'habitude de la pathologie de l'épaule, vous pouvez tomber sur un tout venant en radiologie qui est moins entraîné qu'un autre à lire les échographies et surtout à donner des conseils. Très souvent, on revoit des gens très inquiets de leur retour du radiologue qui leur a annoncé les pires choses. C'est pas à lui d'annoncer ça, c'est à moi. Le chirurgien assure son service après-vente. C'est très important parce que vous allez paniquer souvent pour rien. La rupture ne va pas signifier obligatoirement réintervention, contrairement à ce qu'on peut parfois dire un peu trop rapidement aux gens. Point important, si vous êtes cassé la figure dans les escaliers ou ailleurs, ne nous le cachez pas. Il faut nous le dire, parce qu'on ne va pas chercher à savoir ce qui s'est passé si vous le savez. Ça peut arriver. Bon, si vous chutez dans les escaliers, il faut reconnaître qu'une fois sur trois, on réopère. C'est la plupart du temps des gens qu'on réopère, c'est à cause de ça. Alors, pourquoi rupture ne veut pas toujours dire réparation? Nouvelle chirurgie, nouvelle opération. Regardez cet exemple. Vous avez ici en haut, à gauche, l'exemple de 3 tendons réparés. On peut avoir comme constatation, dans des contrôles dans une épaule qui fait un peu mal, le cas de figure de l'épaule de l'image de droite. Vous avez ici une petite déchirure entre 2 points. Mais ce n'est pas très grave, ça peut être toléré, il y a les points qui protègent. La réparation n'est pas nécessaire ici. Et le radiologue vous aura peut-être dit que c'est cassé, il faut recommencer. Donc pas de panique. Là encore en bas, c'est pire. Parfois, dans une réparation de 3 tendons, on en a carrément un qui fond, qui disparaît, parce qu'il est vraiment mauvais. Mais les 2 autres tiennent. En rééducation, on pourra compenser ce tendon cassé. Évidemment, on aurait préféré qu'il ne casse pas, ça serait mieux. Mais c'est pas non plus souvent nécessaire de réopérer, parce qu'on va réopérer quelque chose de très mauvais. Mais ça nécessite une explication. Ce n'est pas une explication qui est fournie par le radiologue, mais par le chirurgien qui les a opérés. C'est vrai d'ailleurs pour tous les chirurgiens. Un point encore à préciser. Parfois, on entend « vous m'avez annoncé un tendon et finalement réparé 2, je m'inquiète ». Non. Pourquoi? Ça peut changer. Parce que regardez, l'image de gauche, on a une rupture vue par le radiologue qui est de ce type. C'est la rupture native, c'est comme ça que ça se présente. Mais ça, on ne peut pas le réparer, parce que les tissus qui sont à proximité du trou ne sont pas bons. Il faut nettoyer, enlever ce qui n'est pas bon, enlever les tissus morts, les tissus abîmés. On aura un trou parfois plus grand, et parfois on peut avoir au lieu d'un, 2 tendons, mais ce n'est pas en soi délétère. Les particularités maintenant, on a passé les consignes et les complications générales, il y a quelques particularités à préciser pour certaines réparations de tendons et pour les gens qui auront une prothèse d'épaule. La réparation du long biceps est un peu particulière, elle n'appartient pas à ce qu'on appelle les réparations des tendons de la coiffe, elle est réalisée un peu à part. C'est presque une deuxième intervention, plus ou moins nécessaire. Alors, réparation ou section, on va voir. C'est-à-dire que ça pose quelques problèmes qu'il faut connaître. C'est un tendon qui ne sert pas à grand-chose, il faut bien le dire, mais qui est très douloureux. C'est un peu l'appendice, ou l'appendicite des chirurgiens de l'épaule. Il est là pour nous embêter, mais il ne sait pas trop à quoi il sert. Probablement plus grand-chose. Alors, il est habituel, quand vous avez ce type de douleur, de le traiter à part. On peut avoir aucun tendon à réparer, mais celui-là à faire. Donc ça nécessite toujours une prise en charge à part. Qu'est-ce qui est dangereux? Enfin dangereux. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand vous avez ce tendon qui a été opéré, réparé?
c'est les mouvements de pronation-supination. C'est-à-dire quoi? Le geste, pour une main droite, de tourner une clé dans la serrure pour l'ouvrir. Ce geste est dangereux parce qu'il fait monter le biceps et il peut provoquer des lésions. Alors, il est assez rare de casser un biceps et de sortir la vis. Par contre, vous pouvez allonger le tendon du biceps qui va provoquer une élongation comme un chewing-gum qu'on tire et ça fait mal. Il faut éviter donc ce phénomène. Toute extension rapide du coude, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un souci lorsque vous rangez le geste de ranger une chaise sous la table. Le coude est complètement étendu et la main pousse. C'est pas très bon, ça il faut éviter. Pareil dans les 6 premières semaines. Pareil, hein, soulever une charge lourde en pliant les coudes, c'est pas bon non plus dans les 6 premières semaines. N'embêtez pas le tendon du biceps. Pour ceux qui ont eu une réparation, on vous le précise évidemment, et vous avez une image qui vous précise ça. C'est pas une surprise, c'est quelque chose que vous verrez. Alors parfois, quand on ne peut pas le réparer, on fait une section simple. Alors, ça donne le même résultat sur la douleur, mais il peut y avoir un phénomène inesthétique que vous voyez dans l'image de gauche en bas. Parfois, ça s'arrive tout seul aussi. Si le tendon est malade, il faut quand même qu'on le traite. Alors, soit on le répare, soit on le coupe, ça dépend. S'il est trop abîmé, on ne peut pas le réparer. C'est pas très important, mais il arrive que si on le coupe, c'est pas très important parce qu'en fait, le biceps a 2 tendons, un court et un long. C'est que le long qui est malade. Si on coupe le long, et que c'est le court qui travaille, et ça suffit. Par contre, si la morphologie musculaire est telle, vous pouvez avoir ou non cette déformation-là. Ça, c'est pas prévisible. Ça s'atténue parfois un peu avec le temps, mais pas toujours. Ce côté inesthétique, on cherche à l'éviter. Si on le fait, c'est qu'on n'a pas d'autre moyen. Ça peut arriver. Particularité pour les prothèses d'épaule. Alors, je ne reviens pas sur le fait, les gens qui vont en avoir une savent pourquoi on met plutôt une prothèse anatomique ou plutôt une prothèse inversée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre de cathéter local dans une épaule, parce que le petit tuyau qui amène la naropéine venue de l'extérieur sur un contact métallique, ça ne se fait pas. Le risque infectieux est trop important. Quelles sont les complications précisément des spéciales aux prothèses d'épaule? C'est ce que je disais, les infections. Alors, c'est jamais bon une infection, hein, ça nécessite un traitement, ça s'annonce comment? Douleur, et surtout une cicatrice qui redevient rouge et qui coule. On revient à ce problème-là. Alors, si vous avez une cicatrice qui coule sur une prothèse d'épaule, il faut nous contacter rapidement. Rapidement, et si vraiment vous deviez avoir aucune réponse, vous allez aux urgences. Pour un pansement qui coule, on peut aller aux urgences, parce qu'ils nous préviennent. Mais on peut avoir un délai de 1 ou 2 jours, mais toujours pareil, là, 48 heures, il faut que vous ayez été pris en charge. Alors, l'infection peut amener à une réintervention, à des choses importantes. On reprend la prothèse, ça peut être un peu compliqué, c'est toujours faisable. Si elle est prise précocement, on peut aussi souvent la guérir sans réintervenir. Elle a tendance à être un peu plus facile à gérer que la complication des infections, que les infections qui compliquent les prothèses de hanche ou de genou, par exemple, parce que ce n'est pas les mêmes microbes. Attention, une prothèse peut se luxer, alors se déboîter. C'est surtout quand on tombe. Aujourd'hui, quand on les met bien en place, les prothèses en général ne se luxent pas. Sachez que la prothèse d'épaule n'empêche pas que vous bougez tout de suite, c'est toujours pareil. On vous dira ce qu'il faut faire. Une prothèse est faite pour fonctionner tout de suite, comme on peut. Voilà, on en finit avec le passage en revue de tous ces points très importants. Sachez que, comme je l'avais mentionné sur mon schéma en tout début de présentation, ce Renal Shoulder Tract, qui est donc une prise en charge appuyée des patients, met autour de vous une équipe pluridisciplinaire qui seront tous compétents. On est accessible, le personnel est formé. Le but, c'est de lutter contre la douleur, les désagréments et d'avoir la récupération la plus facile possible dans un domaine, l'épaule, qui est compliqué à récupérer. Les 2 écueils principaux, on les a vus, la douleur de l'inflammation inévitable, la raideur de la cicatrisation, peuvent être contrôlés par toutes les mesures qu'on a dites, sachant que trop de douleur et trop de raideur, c'est vrai, qu'entraîne de l'anxiété. À ce sujet-là, vous ne devez pas accepter de rester anxieux. Il ne faut pas, comme on dit gamberger, si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, ne vous dites pas l'opération a peut-être raté, etc., etc. Non, vous m'écrivez ou vous venez nous voir, on a toujours une explication à vous donner, on examine le problème, les complications existent, mais elles sont prises en charge. On n'a pas d'acte sans complications, on a toujours un pourcentage de petits problèmes ou de problèmes plus importants, mais il faut qu'ils soient le plus faible possible, d'une part, et que d'autre part, on ait les réponses, et on les a. N'oubliez pas, vous êtes un acteur central. Si vous ne vous impliquez pas, nous ne pourrons pas le faire à votre place. 1/3 du travail est fait par le chirurgien, 1/3 par le kinésithérapeute et le dernier tiers par vous, pour simplifier. Alors là, on en revient au schéma de départ.
Cet exposé s'inscrit ici 10 jours avant, un peu avant votre opération, normalement en présentiel. Alors en temps normal, on préfère que vous veniez. Cette vidéo s'adresse aussi aux gens qui habitent trop loin et qui ne peuvent pas venir. Mais en dehors d'une situation pandémique, je ne sais pas combien de temps elle va durer, on ne sait pas combien si ça peut revenir, on a une réunion en présentiel de contrôle post-opératoire. Celle-là, en dehors donc des situations de confinement, il faut venir la faire. Parce qu'on contrôle physiquement un peu comment ça se passe. Au 30e jour, je vous vois en consultation. Généralement, les gens ils bougent déjà le bras jusqu'à cette hauteur. Et après, les différents contrôles, on peut en sauter, ça dépend de votre progression, de votre éloignement. Le kiné de ville, vous avez remarqué, votre kiné arrête avant l'intervention, laisse 1 mois de repos, votre épaule, vous faites les exercices, c'est vous le kiné. Et au 30e jour, le kiné reprend son travail. Ce qui ne vous empêche pas de continuer aussi l'auto-rééducation. Notre kiné de référence Arena peut vous accompagner en cas de difficulté aussi plus tard. Le restant de l'équipe, je ne reviens pas dessus. L'infirmière de ville va ôter les pansements et très souvent, c'est aussi elle qui s'occupe de gérer le petit cathéter après l'intervention. Voilà, je vous remercie.